Ok, top. J'ai l'impression que c'est bon. Comme d'hab, vous me dites si vous avez un bon retour son, si vous m'entendez, s'il y a du monde déjà. Hop là. Salut tout le monde. Ah, pour l'instant, il n'y a personne. C'est bon. Non, il y a Nathan. Il devrait pas tarder. S'il y a du monde. S'il n'y en a pas, c'est dommage. Voilà. Top. Ok. Bonjour tout le monde. Toujours zéro spectateur. On va attendre que les gens arrivent. J'ai mis le ber article. Faites-moi un retour sur le son, comme d'hab. Moi, il faut que je vérifie un truc. C'est est-ce que là, Vraiment une série de révolutions. super, on entend. Euh, Ouais, donc c'est bon. Il y a des premiers spectateurs, donc c'est cool. Bah, bonjour à toi, le premier spectateur. Je sais pas qui es-tu. Si tu es un mec sympa, tu vas pouvoir modérer le chat. Oui, bah toi, tu vas pouvoir modérer le chat. Alors, comment je fais ça? On attend qu'il y ait un tout petit peu plus de monde. Paramètres du chat. Comment je te mets en modérateur, toi? On m'entend pas? Non, non, si, normalement, on m'entend là. Il n'y a pas de souci, là. Il y a un bon retour. Euh, Ok, ouais. Bah, super. Non, non. Ça commence maintenant. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous m'entendez bien là? J'ai eu un retour comme quoi on m'entendait pas. Ou pas? Voilà, bah super. Si Nathan, tu m'entends, il n'y a pas de souci. Et nickel, ok. Ok, merde, ça, c'est pas voulu. Juste, alors ça on va quitter. Hop, juste, voilà, deux spectateurs déjà. Comment je fais pour mettre des putains de modérateurs là-dedans? Euh, hop. Je sais pas encore. Il faut te créer un compte pour parler dans le chat. Bon, écoutez, j'arrive pas à mettre de modérateur pour l'instant. Je vous fais confiance. Il n'y a pas de souci. J'attends juste deux trois personnes et je réponds rapidement à des gens qui me demandent quand est-ce que c'est le live. Euh, Maintenant. Il est maintenant mon live. Ok. Pardon. Ok, bon. On va juste attendre deux, trois autres personnes. C'est con que j'arrive pas à mettre des gens en, en putain de. Alors attends, afficher la liste. Pourquoi je peux pas modérer ce chat à la con? Message supprimé, chat en réserve. Euh, Gérer les paramètres de modération, ça doit être ça. Oh, bon, s'il n'y a pas plus de monde, on va commencer à deux. Non, non, il n'y a pas mes enceintes. Je fais avec des écouteurs parce que c'est beaucoup mieux. Et on a un bon meilleur retour son. On avait testé avec les deux hier. Bon, 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 bon. J'arrive pas à mettre des putains de modérateurs. C'est pas très grave, on n'est pas nombreux de toute façon. Hop. Donc, bon, il y a que Lilian et peut-être Zango. Lilax, non, pardon. Lilax et The Nardog. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, là, je vous ai mis un petit truc rigolo. Normalement, il y a plus de monde. Bon, 2, 6, 5. J'ai 6. Ah, moi, j'ai 6. Bon, c'est pas mal. Donc, j'ai 6 spectateurs. Donc, on va commencer. J'espère que vous aimiez bien le setup. On va être là pour une demi-heure, trois quarts d'heure, de quoi débrief l'actu. Il y a pas mal de choses à dire, c'est cool. Et là, j'avais envie de commencer par troller un petit peu, parce que Greenpeace nous a fait un truc magnifique ce matin. Déchets nucléaires, la Russie n'est pas une poubelle. En voilà un secret bien mal gardé. Greenpeace France a découvert, c'est des vrais journalistes d'investigation, a découvert en janvier dernier qu'Orano, donc je connais très bien Orano, hein, avait repris son trafic de déchets radioactifs vers la Russie.
Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cet article un petit peu immonde? De quoi parle-t-on? Alors, je vais vous faire rapidement. On va dire que là-dessus, c'est vrai, c'est des faits. Pour faire oublier, nan, bon ça, c'est pas le truc. Entretien. Voilà, transport jusqu'en Sibérie. Le parcours de l'uranium de retraitement et son transport jusqu'en Sibérie. Euh, eh bien, écoutez, la dernière fois que je l'avais lu, c'était un peu plus détaillé que ça. Alors, de quoi parlons-nous exactement? Alors, finalement, ils ne disent pas du tout de quoi on parle. Ils parlent juste de uranium, de déchets nucléaires qu'on emmène en Russie. Alors, c'est pas exactement ça. En fait, c'est de l'URT qu'on envoie en Sibérie. Et l'URT, qu'est-ce que c'est? C'est de l'uranium de recyclage, de retraitement. Et en fait, c'est un uranium qui, en France, est exploitable, on va dire. C'est un uranium qui sort de centrales, qui après est retraité et qui après a besoin d'être enrichi pour pouvoir être réutilisé dans les centrales. Sauf que nos usines d'enrichissement d'uranium en France ne enrichit pas l'uranium qui a été recyclé. On pourrait avoir les moyens, on pourrait avoir la technologie, mais on l'a pas. Donc ce qu'on fait, c'est que cette matière qui est valorisable, cette matière qui est valorisable et qui sort de centrale, on la garde à la Hague et quand on a des gros contrats, bah justement c'est ce qui s'est passé avec la Russie, on l'envoie à la Russie. La Russie qui, elle, a la technologie d'enrichir de l'uranium qui a été retraité. Alors c'est un petit peu technique, mais ce qui est marrant un petit peu avec cet article, c'est qu'il y a écrit un secret bien mal gardé, et en fait non, j'ai fait des petites recherches, et c'est depuis 2018 que ça a été d'accord sur le commerce de l'uranium de retraitement, l'uranium recyclage, retraitement. Donc c'est pas du tout un secret bien mal gardé, hein. Le mythe qu'aime bien entretenir Greenpeace, comme quoi le nucléaire est une secte qui garde tous ses secrets, est encore une fois faux. Alors là où on a eu des incompréhensions, c'est que on a cru en premier qu'on envoyait cette matière à la Russie et qu'après on allait la chercher. Mais en fait non, c'est vraiment un contrat qu'on a avec la Russie qui va être de leur filer cette matière et eux ils nous payent en échange. Donc bref, le transport de matière radioactive, d'ailleurs il faut aussi savoir que cette matière qui sort qui a été recyclée est peu radioactive, donc beaucoup moins dangereux en soi que lorsqu'elle sort de centrale. Parce que là, je rappelle qu'elle a été recyclée une première fois, donc c'est pas très dangereux. Regardez là, il y a une image choc qui fait bien peur. Donc encore une fois, en plus l'article est trop court, c'est dommage. Et pourquoi ils ont fait cet article, Greenpeace? Là, ils le disent en vrai. Emmanuel Macron pourrait être le point d'annoncer une nouvelle construction de nouvelles centrales nucléaires qui produiraient de nouveaux déchets, alors qu'on envoie en Russie ceux dont on ne sait que faire. Alors, encore une fois, je vous répète, non, c'est la Russie qui nous a acheté cet uranium. Donc, non, c'est pas des déchets dont on ne sait que faire. Et en fait, Greenpeace, ils ont fait un gros article, ils ont fait une pétition. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait quelque chose autour du nucléaire. Pourquoi? Parce qu'on fait qu'en parler en ce moment. Et là, ça va être le deuxième point de ce live, c'est qu'on va parler du nucléaire qu'on parle en ce moment. Et Greenpeace, ils voient qu'ils sont en train de perdre. Ils voient vraiment que le nucléaire, on fait qu'en parler. Il y a de plus en plus de politiques qui s'intéressent à cette question, de plus en plus d'experts là-dessus. On a vu avec la semaine dernière l'augmentation du prix du gaz que le nucléaire, c'est quelque chose d'assez bénéfique qu'on a en France. Et avec toutes les annonces, il fallait qu'ils aient un article choc. Sauf que ils pouvaient pas faire pire en termes d'article choc parce que là, c'est vraiment un article de désinformation où il n'y a rien qui va. Donc, franchement, cet article, il m'a beaucoup fait rire. On en a beaucoup parlé ce matin dans la boîte et il faut qu'ils arrêtent parce que avec ça, enfin, Greenpeace a plein de combats intéressants. Et alors là, celui-là, je comprends pas. Et là-dessus, sur ce petit article, il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va. Enfin bref, là c'était juste une petite parenthèse pour encore critiquer Greenpeace que j'aime bien. Est-ce que j'ai des petites questions sur le chat? Nope, ça va sur cet article de Greenpeace. Donc maintenant, on va venir au cœur du débat, qui est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron hier. Alors pour ceux qui l'ont pas écouté, je vais mettre l'extrait, il n'est pas long. Si vous entendez pas, vous me le dites dans le chat. C'est important, après on va réagir dessus. Ok, on n'entend pas. Euh,
Merde, pourquoi on n'entend pas? Ça, c'est dommage. Bon, enfin bref. Merde, c'est pas pro ça. Vous entendez pas hein, ce que dit Macron là? Non, on entend rien. Bon, bref. Bon, bah donc du coup, qu'est-ce qu'a annoncé Emmanuel Macron? C'est dommage que vous l'entendez pas. Bon, il y a pas mal de choses là-dessus. Il a mis le nucléaire au cœur des ambitions climatiques et industrielles. Alors, je vais vous dire mot à mot ce qu'il dit quand même. C'est peut-être plus intéressant de le faire comme ça. Produire l'énergie, faire de l'industrie, déplacer en médecine. Premier objectif. Donc, c'est ça qui est important, c'est que c'était au bout de 2 minutes ou 3 minutes de débat qu'il a parlé du nucléaire. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est vraiment, en plus sur les 30 milliards, il a annoncé un plan sur 8 ans qui s'appelle France 2030, qui est en continuité avec le plan de l'année dernière qui s'appelait France Relance. Il avait annoncé un plan d'investissement de 30 milliards et il y a 1 milliard, donc un trentième, on peut se dire que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal. 1 milliard de ce plan, donc la plus grosse partie, qui va dans cette nouvelle technologie. Donc il dit faire émerger en France d'ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets. Sur ce sujet, pourquoi le mettre en premier? Production de l'énergie, bon bref, etc., etc. Je vais vous le faire bref. Alors, les small modular réacteurs, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un sujet sur lequel je suis, enfin, sans vouloir me la péter, sans vouloir me mettre en avant. C'est un truc où je suis calé parce que j'ai eu la chance d'avoir un excellent cours en Suède là-dessus. J'ai dû faire un projet final où je pourrais vous en parler sur des réacteurs, des petits réacteurs nucléaires. Et la première question que pose pas, pourquoi il focus à fond sur les SMR et les EPR? Alors, justement, il focus à fond sur les SMR et pas les EPR. Donc, on va vite, rapidement, rappeler ce que c'est un SMR, qu'est-ce que c'est un SMR et pourquoi on a décidé de cette solution, qui est une solution à moyen terme. Ni une solution sur le court terme, ni une solution sur le long terme. Vraiment, le SMR, il faut le voir comme ça. Alors, les SMR, ils sont venus suite à un problème dans l'industrie du nouveau nucléaire. Donc l'industrie du nucléaire, on va dire des années 2000, voire même Fukushima des années 2010, où les exigences de sûreté ont fait que l'investissement dans les nouvelles grosses centrales nucléaires était un très haut investissement, un investissement à risque, un investissement qui demandait le support de l'État et qui était possible que dans les pays avec un État fort. Si on regarde là où il y a eu le plus de centrales nucléaires qui ont été développées les 10 dernières années, c'est en Russie et en Chine. Et en Russie et en Chine, bon, c'est pas le gouvernement le moins autoritaire qui existe. Donc ça, c'était le premier problème qu'on avait avec les nouvelles centrales. On avait aussi des très longs délais. Donc les délais, je vous rappelle que le chantier d'EPR, que ça soit les 3 EPR qui sont en Europe, qui je rappelle sont celui de Flamanville, celui d'Ayoloko en Finlande et celui de Hockley en Angleterre, ils ont tous des retards. Celui de Flamanville, ça va être 10 ans, il va être mis en place l'an prochain. Celui de Finlande, c'est 12 ans. Donc, énormément de délais de construction, énormément de temps pour les construire, à une époque où on sait que la production d'électricité, la décarbonation de notre électricité est très importante. Donc, ça, c'est le deuxième grand problème qui sont liés avec le nucléaire, les grosses centrales nucléaires. Et on a aussi voilà, des coûts additionnels des leçons de Fukushima et on a de plus en plus des problèmes de qualité durant la construction. Sur les EPR, c'est un nouveau modèle, donc notre autorité de sûreté nucléaire a relevé des problèmes de soudure qui ont fait encore plus de retard. Donc là, on a beaucoup de nouveaux problèmes sur le nouveau nucléaire type EPR. Donc à cette solution, qu'est-ce qu'on a imaginé comme idée? On a imaginé le SMR solution, donc les Small Modular Reactors, les petits réacteurs. Donc on a déjà un risque d'investissement qui est beaucoup plus petit. Pour vous dire, l'entreprise qui est à fond là-dessus sur les SMR, elle est américaine, non, elle est canadienne, pardon. Elle s'appelle Nucleos, Nuclid, un truc comme ça. C'est une entreprise américaine, canadienne, encore une fois, je me trompe, qui va commercialiser de manière à la chaîne des modèles dans une dizaine d'années de ces réacteurs un petit peu plus petits. Et c'est une entreprise
privés. Et ça, c'est le plus important. On peut enfin avoir des acteurs privés dans le secteur du nucléaire. Et ça, c'était quelque chose, dans un marché de plus en plus libéral, qui était assez important. Donc pourquoi on a fait CSMR? Notamment pour répondre à des demandes de marché plus libérales, car on a un risque d'investissement qui est beaucoup plus petit. On a des investissements qui sont moindres. 1 milliard, c'est pas 12 milliards que vont coûter l'EPR, hein, on est sur 12 ou moins. Et encore, on part de très peu avec le SMR, alors qu'avec l'EPR, on était déjà parti d'un peu plus. Le deuxième meilleur avantage, c'est beaucoup plus court pour les ordres de production. Euh, Ensuite, alors ça c'est des et on a finalement une meilleure économie. Alors ça n'a pas encore été démontré. Et ça c'est deux points techniques qui sont une sûreté passive en quelque sorte, qui est beaucoup plus facile à implémenter dans des petits réacteurs. Et ensuite les risques d'accident qui sont infimes et ne serait-ce quand ils ont lieu. En fait, on a les conséquences radiologiques et les conséquences d'un accident sur des SMR sont quasi minimes, donc voire même quasi nuls. Et c'est ça les points les plus importants de la solution SMR. Donc à première vue, on peut se dire c'est super cool, il a investi là-dedans. Moi, c'était un petit peu ce que j'ai pensé, mais on va y revenir dessus. Il y a beaucoup de modèles de SMR. Un SMR, je vous ai dit, c'est un petit réacteur nucléaire, sauf qu'il y a plein de types de réacteurs nucléaires. Il y a plein de technologies qui sont différentes sur les réacteurs nucléaires. Donc on va pas rentrer dans les détails, c'est quelque chose de très 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 ennuyeux. Euh, alors ça c'est mon prof, on lui fait un petit coucou. Voilà, est-ce que ça... Ouais, voilà. Là, on a un petit peu tous les concepts de SMR qui ont été inventés et depuis une dizaine d'années, depuis une vingtaine d'années. On a les petits réacteurs nucléaires qui ont exactement le même modèle que nos réacteurs nucléaires actuels. Donc, c'est-à-dire des réacteurs à eau pressurisée, mais version miniature. Ça, c'est le modèle que va proposer EDF, le New World. On va avoir des réacteurs avec des nouvelles matières, des nouveaux composants. On va avoir des réacteurs à sel fondu, des réacteurs au sodium, des réacteurs au plomb liquide, plein de technologies fascinantes. Bon, si ça vous intéresse, il y a plein de vidéos sur YouTube pour regarder un petit peu comment ça marche. Et nous, on a choisi la version d'EDF, la IPWR, ou alors petit réacteur repressurisé. C'est là où j'ai un peu plus de problèmes. C'est que on choisit la solution à moyen terme. Et quand Macron dit dans son discours que on va mettre des SMR pour réduire notre quantité de déchets, ça aurait été beaucoup plus efficace si on avait d'autres modèles de type de réacteur. Et justement, si on avait fait un modèle de génération 4, j'en avais parlé dans le live précédent, un modèle de génération 4, c'est un modèle dans lequel on a un cycle de l'uranium qui est fermé, donc on a quasiment plus de déchets radioactifs. Toute la matière est valorisable et revalorisée. Et en fait, en 2019, Macron, il a abandonné le projet Astrid. Et le projet Astrid était un projet de réacteur de quatrième génération, et il était possible de rendre ce réacteur en format SMR. Donc en fait, durant son mandat, il a pas fermé, il a maintenu la fermeture de Fessenheim, il a arrêté Astrid. Donc ça, c'est deux grosses décisions terribles pour l'industrie du nucléaire. Ça, plus le Covid qui a fait énormément de mal sur les mines, c'était vraiment pas une bonne nouvelle. Il a décidé, c'est très récent cette histoire de SMR, de mettre le SMR au point parce que c'est aussi une solution que l'on va exporter et massivement. Et notamment, c'est une très bonne solution pour les nouvelles industries et notamment l'hydrogène. Donc ça, il y a pas mal d'articles qui sont là-dessus. Celui-là, Nicolas Breton sur LinkedIn, je vous conseille de le suivre, il est très intéressant. Les SMR ne sont pas que pour l'export, ils sont là pour décarboner les usages fossiles, production massive de H2 et d'ammoniac pour les fuels, production massive de chaleur, grand usage électro-intensif nécessitant de l'autonomie et de la disponibilité. Il ne s'agit de décarboner l'électricité déjà décarbonée, mais de décarboner les autres usages si dépendants des énergies fossiles. Alors qu'est-ce qu'il entend par là? Le modèle que va faire EDF, c'est un modèle qui va servir à la fois à l'export et à la fois en France. Mais ça va être principalement à l'export. Pourquoi avoir besoin de réacteurs qui ont une puissance beaucoup moins élevée? Parce que, je rappelle, un réacteur nucléaire en France, c'est environ 1400 MW, entre 1000 et 1500 MW. Un SMR, ça va être entre 80 et 200, voire 300 MW. Donc on est sur quasiment du 4 ou 5 fois moins.
Donc on peut se dire à quoi bon faire plein de petites unités de réacteurs au lieu d'une grosse. Hein, finalement, dans les investissements, ça reviendra au même. Et bien là, justement, c'est là où les SMR sont très sympathiques. C'est que déjà, on les développe plus vite, je l'ai déjà dit, mais surtout, on va les développer localement. On va les développer vraiment près des sources où on a besoin d'électricité. Et quelles sont ces sources? Ça va être des sources, par exemple, de désalinisation de l'eau. Les usines pour désaliniser l'eau, donc on va avoir un très grand problème avec le réchauffement climatique et l'accès à l'eau, on en a besoin. Et elles consomment énormément d'électricité, par d'énergie, et elles consomment de l'énergie qui est très carbonée. C'est souvent dans les pays désertiques, etc., qu'on utilise des usines de désalinisation. Et là, mettre un petit réacteur nucléaire modulaire juste pour cette usine et quelques autres habitations pas loin, c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est exactement le but qui est prévu. Pour l'hydrogène, je rappelle l'hydrogène qui peut être un vecteur énergétique. C'est pas de l'électricité, hein, l'hydrogène. C'est un vecteur énergétique. L'hydrogène pour les industries lourdes comme la métallurgie. Alors, le transport, je suis un petit peu moins d'accord, mais ça, je suis pas un expert là-dessus sur l'hydrogène dans les transports. Mais dans les industries, l'hydrogène, il faut le produire. Il faut le produire de la manière la plus décarbonée qui soit, et donc il faut le produire avec des énergies renouvelables ou avec du nucléaire. Sauf que si on a envie de produire juste localement de l'hydrogène, c'est beaucoup mieux d'avoir des SMR plutôt que des grosses centrales nucléaires. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que disait cet article sur cette personne sur les SMR, que c'est pas que qu'à l'export, c'est pas des réacteurs de grosse taille, et c'est pas des EPR. Ça, c'est le point où il faut vraiment venir dessus. C'est que Macron, il avait deux choix à faire un petit peu avant la fin du mandat sur le nucléaire. C'est où est-ce que je mets mes investissements? Est-ce que je le mets dans la génération 4? Est-ce que je le mets sur ces petits réacteurs? Est-ce que je les mets sur les deux? Est-ce que je les mets sur l'EPR? Et ce qu'attendent surtout EDF, même si on était content de ça, et les autres industries, Orano, Framatome, c'est le déploiement de 6 nouveaux EPR sur son mandat. Et j'ai l'impression, même si l'avis des Français est en train de changer sur le nucléaire, il y a des sondages qui le montrent, etc. On a moins peur du nucléaire, à part les partis d'extrême gauche, écolo. Il n'y en a que deux finalement. Ça doit représenter 20% des voix. On est de plus en plus attaché à cette filière, sauf qu'il n'a pas pris le risque de dire on déploie 6 nouveaux EPR. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va prendre le risque avant son élection, sa possible réélection ou après? Est-ce que ça va être un thème de campagne? Ça, c'est sûr, c'est un thème de campagne. Éric Zemmour a dit qu'il voulait mettre 10 EPR, Pécresse, Bertrand 6, Macron éventuellement 6. Il y a eu d'autres candidats qui en voulaient d'autres. Je me souviens plus exactement. Marine Le Pen, elle en voulait, etc. Donc c'est vraiment un thème de campagne. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a que la droite qui s'attache autant à des sujets énergétiques qui concernent absolument tout, qui n'a pas, qui normalement ne devrait pas être politisé. Enfin bref. Euh, donc il a fait ce choix-là, mais il n'a pas fait le choix de construire les nouveaux EPR. Pourquoi il n'a pas fait ce choix-là? Parce que l'EPR en France est un fiasco. Je pourrais faire un live où je pourrais que vous parler de l'EPR tellement c'est important et comprendre en fait où ont été les erreurs, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a coûté aussi cher, etc. Mais pour l'instant, c'est assez risqué de dire qu'on veut six nouveaux EPR. Donc il n'a pas fait. Il a déjà eu cet investissement. Il y en a toujours pour aller. Il y en a, ils vont dire c'est pas assez pour cette technologie aussi énorme. Il aurait fallu mettre 10 milliards. C'est ce qu'il dit à la fin. 1 milliard, il manque encore un zéro. Donc 10 milliards. Bon, moi je trouve ça c'est une excellente nouvelle. C'est une très bonne chose. En plus, ça peut aller vers d'autres horizons avec cette industrie. On perd pas le coche. On va dire qu'on perd pas le coche sur les SMR qui sont en train de se développer. Bill Gates, d'ailleurs, son modèle de réacteur nucléaire est un SMR. Ça, c'est très important à dire. EPR, c'est pour European Pressurized Reactor. Donc, c'est le réacteur à eau pressurisée européen. Sauf qu'ils l'ont mis dans l'autre sens. Européen, pression réacteur. Voilà. C'est pour ça. Sauf qu'il y a des gens qui sont pas contents. Et parmi un des gens qui étaient pas contents, j'en ai trouvé un qui va vous surprendre. Bon, on va passer sur les écolos sur cette discussion. Forcément, ils n'étaient pas contents, ça peut se comprendre. Mais alors, celui qui n'a pas été content, qui m'a surpris, c'est Jean Covici. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean Covici? Qu'est-ce qu'il a dit encore, ce grognon? Avec ses chiffres, avec ses ça, etc.
Il a dit un petit peu ce que j'ai dit au début. Il a dit l'arrêt pour des raisons électorales et non de politique industrielle avisée de Superphénix, que j'ai eu la chance de voir, Astrid, ce dont je vous ai parlé sur le réacteur de quatrième génération au sodium, et de Fessenheim. Alors Fessenheim, je ne sais toujours pas si Macron pouvait revenir sur sa fermeture ou si Hollande l'avait déjà acté. Représente plus de 10 milliards d'euros. L'AREN, qui est un transfert de rente d'EDF vers les concurrents. Alors, il critique l'AREN, ça c'est aussi une aberration, qui impose à EDF de vendre son nucléaire à ses fournisseurs à un prix dérisoire, un prix qui n'est pas suffisant pour maintenir la filière sur des bons rails. Donc là, il se plaint un petit peu de ce qu'il n'a pas fait. Et là, il se plaint. Bon, il se plaint qu'il n'y a pas de coût pour les EPR. Et là, il critique l'hydrogène. Et en fait, là où je comprends pas Jean Covici, c'est ça. Critique aussi énorme de l'hydrogène. Donc là, vous pourrez le lire là. Euh, c'est où qui m'avait énervé. Produire de l'hydrogène renvoie au problème précédent. Il faut 50 TWh, soit 5 gros réacteurs nucléaires actuels, pour faire le million de tonnes d'H2 que nous produisons déjà en France par reformage du méthane. Il faut un réacteur nucléaire par haut fourneau que l'on voudrait remplacer par une réduction qui mènerait à faire l'hydrogène. Bon bref, en fait, ce qu'il aurait voulu, il se plaint qu'il n'y ait pas eu des EPR. Mais moi, j'aime pas les gens qui aiment le nucléaire, qui aiment l'industrie, qui se plaignent de la décision sur les SMR. Je donnerai pas mon avis politique sur les élections, mais c'est une très bonne nouvelle pour la filière. Euh, c'est une très bonne nouvelle pour la filière. Je comprends pas pourquoi Jean Covici, il s'est même pas c'est moi LinkedIn, s'est félicité de, euh, de ce choix d'avoir investi dans les SMR. Et en fait, on se rend compte, peut-être avec du recul, moi qui le suis souvent sur LinkedIn, que c'est un grincheux. C'est un vrai grincheux, Jean Covici. Et, euh, et c'est dommage parce que pour une fois qu'il aurait peut-être pu évoquer une bonne chose de la part du gouvernement, eh ben il l'a pas fait. Donc bon, je trouve ça assez dommage de la part de Jean Covici. Vous savez très bien à quel point il est important pour la gestion énergie-climat des 10 prochaines années. Il est de plus en plus écouté par les politiques, il est de plus en plus cité. Mais à force de faire le grincheux qui se plaint tout le temps, à force d'avoir des positions aussi énervées sur l'hydrogène et de pas voir quelques bons côtés qu'on peut faire avec, alors que même Total Energy, c'est pas les, je n'aime pas ce qu'ils font, hein, parce que il y a plein de projets qui n'auraient pas lieu d'être. C'est leur plus grosse R&D et sur l'hydrogène, et c'est pas des abrutis. Ils savent ce qu'ils font. Pour avoir parlé à des jeunes qui étaient sur l'hydrogène vert de Total, c'est pas ce que dit Jean Covici, en quelque sorte. Donc il faudrait qu'il arrête d'être grincheux, il faudrait qu'il sache euh, soutenir quand des bonnes actions autour du nucléaire sont faites. Donc, je crois que dans le premier commentaire, il précise son avis sur l'âge 2. Oui, il aime pas l'âge 2, mais il sort toujours les mêmes chiffres, il évolue jamais. Il y a l'âge 2 pour lui, il voit l'âge 2 que pour la métallurgie, alors qu'il y a plein d'autres domaines. Je vous conseille l'excellente vidéo du Réveilleur sur YouTube qui parle de l'hydrogène. Ces deux premières vidéos sont assez intéressantes. Donc il n'y a pas de souci. L'hydrogène pour les poids lourds, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Il y a plein de choses qui sont. Enfin bref. Et je vais partir sur un autre article qui a un lien avec tout ça. Je vais très vite sur le live, là je parle très vite, je réponds pas aux questions, mais vous m'en posez pas. Pourquoi il bosse sur les RMR alors qu'on était sur les EPR avant? Alors ça j'ai répondu. Pourquoi il focus à fond sur les SMR et les EPR? Voilà. Donc moi mon avis c'est qu'il attend la décision, et notamment d'RTE, je salue RTE, qui est le réseau de transport d'électricité, qui va faire un rapport d'ici janvier sur 5 scénarios de transition électrique. Vous pouvez les voir, ça doit traîner sur mon ordi, j'ose pas l'ouvrir. Donc qu'est-ce que c'est que ce rapport? Il y a 5 scénarios qui avaient été faits pour notre transition énergétique d'ici 2050. Un scénario avec 50% de nucléaire, un scénario avec 100% d'énergie renouvelable, un scénario avec 25% d'énergie renouvelable. 5 scénarios différents, des scénarios avec de l'ancien nucléaire qui a été prolongé, du scénario avec des EPR, du scénario avec des EPR et des SMR. À l'époque, il y avait la prénomination nouveau nucléaire, mais en fait, c'est les SMR. Et tous ces scénarios, en fait, ils vont peser sur le réseau de transport d'électricité.
Et RTE va bosser sur notamment comment ce réseau va être stable en fonction des technologies qu'on déploie pour produire notre électricité. Qu'est-ce qui va se passer si on a 100% d'énergie renouvelable? Sur la stabilité du réseau, sur l'hiver quand il n'y a pas de vent et qu'il fait nuit, sur sur nos capacités de stockage. Donc ils font de nombreux scénarios là-dessus et après ils publient des conclusions. Et le grand rapport de cette conclusion, il va sortir en janvier. Et donc je pense que le gouvernement attend ce rapport avant de prendre sa décision sur les EPR. Et le déploiement de SMR ne va pas trop dépendre des scénarios sur l'électricité du réseau. Parce que je vous ai dit, les SMR, ça va être et pour l'export et pour les industries lourdes localement. Donc ça va pas être sur une stabilité globale du réseau d'électricité. Donc c'est pour ça qu'il a attendu pour les EPR parce qu'il pouvait attendre en quelque sorte. Il pouvait attendre des rapports plus importants et a fait un choix sur les SMR. Voilà. Là, c'est une réponse un peu plus large. Ce rapport, il va être super intéressant. Je ferai un live dessus. Alors, il sort pas tout de suite, hein. Il sortira dans quelques mois. Il y a plein de choses intéressantes. Alors, ils avaient sorti plusieurs déjà rapports qui disaient que faites attention avec les 100% d'énergie renouvelable parce qu'en fait, ça nécessiterait des coûts exorbitants, des coûts beaucoup plus élevés que de prolonger la durée du centrale et de mettre des EPR. Donc ça sera mieux précisé en janvier, mais faites attention quand on vous dit euh, les réacteurs de les qu'est-ce que je voulais dire. Faut faire attention quand vous voyez les rapports 100% d'énergie renouvelable que certains partis politiques aiment bien mettre en avant. Ils sont pas trop soutenables économiquement pour l'instant. Donc ouais, il y aura une collab pour commenter ce rapport. Et notamment, il y a eu d'autres trucs intéressants. Je vous ai pas sorti d'article dessus sur un détracteur de DSMR et un contre-argument qui est pas mal, enfin, qui je pense est plutôt juste, mais qu'on peut sortir pour n'importe quelle technologie qui est liée au nucléaire. C'est Yves Marignac qui l'a fait. Yves Marignac qui est celui qui est en partie responsable du rapport Negawatt, qui est un rapport de transition énergétique qu'aime beaucoup citer la gauche. C'est un rapport, disons-le clairement, qui est avant tout un rapport de sobriété énergétique, qui prévoit une baisse de la consommation d'électricité énorme d'ici 30 ans. Déjà, il met les choses au clair et en fait, c'est beaucoup d'écologie, enfin pas punitive, mais ça va être une grande adaptation de nos moyens de chauffage, une baisse de notre consommation d'électricité un peu partout, et ça fait très écologie punitive. Et bon, ce rapport, en quelque sorte, j'avais eu la chance à Central Lyon de pouvoir écouter Yves Marignac. Il y avait un très mauvais détracteur en face de lui, mais disons que si on veut suivre son rapport, c'est qu'on va en chier et que on peut encore maintenir nos vies de votre vie en décarbonant la plupart de nos usages, tout en gardant notre électricité, sans qu'on passe par une baisse de la consommation d'électricité. Surtout que avec l'électrification de nos transports, on peut pas miser clairement sur une baisse de notre consommation d'électricité. Sur les scénarios de 100% d'énergie renouvelable, à chaque fois vous avez une baisse de la consommation d'électricité, et ça c'est assez improbable. Donc voilà. Et qu'est-ce que disait Yves Marignac? Pourquoi je parlais de lui? C'est qu'il a dit que, je rappelle que pour 2030, on aurait le modèle de SMR qui serait prêt par EDF, qui serait à l'export d'ici 2035 et qui serait raccordé à des réseaux d'ici 2040. Donc on parle d'urgence climatique et on parle de nouveaux modèles qui seront sur un réseau d'ici 2035-2040. Donc on n'est pas trop dans une solution à court terme. Sauf que là, ben, Cocorico, c'est quoi les solutions à court terme pour lutter sur notre décarbonation d'électricité? C'est pas fermer les centrales nucléaires qui marchent, c'est développer massivement les énergies renouvelables et surtout l'éolien offshore, hein, l'éolien qui est beaucoup plus rentable et pilotable. Voilà. Donc c'est ça. Sur le court terme, c'est ça. Il n'y a pas d'autre choix autrement que sur le court terme. Mais avec du court terme, il faut aussi avoir du long terme. Donc cet argument, oui, c'est long. Oui, cette technologie, elle va être longue. Et finalement, peut-être moins longue que si on décide de mettre des EPR dès maintenant. Mais de toute façon, comme on doit continuer avec du nucléaire, selon moi, pour avoir un backup décarboné, on est forcément obligé d'avoir des, des solutions sur le long terme.
Voilà. Quand on parle de déployer les SMR en France, on parle de quel ordre de grandeur? S'il y a déjà des lignes directrices pour ça. Alors, il n'y a eu aucune ligne directrice. Le discours de Macron dure 2 minutes, il n'y a pas eu encore eu de gros plans. Moi, mes hypothèses, c'est que en France, on va déjà attendre de voir si le modèle proposé par EDF est rentable économiquement. Et s'il est rentable économiquement, on va d'abord l'essayer à l'export, selon moi, avant de le déployer en France. Comme ce qu'on a fait sur le PR finlandais. Ça, c'est ma stratégie, mon hypothèse. Par contre, les SMR en France, c'est des ordres de grandeur, je pourrais pas te dire. Moi, je pense qu'on va être sur on va implanter une dizaine, une vingtaine d'unités de SMR. C'est comme ça, je sais pas encore. Bon. Ça, c'est un autre article autour des SMR, je vous en parle beaucoup, mais ça, c'est très important. C'est Agnès Pannier-Runacher, c'est la ministre de l'Industrie, qui a fait une dinguerie d'ailleurs au Salon de l'Entrepreneuriat la semaine dernière. Écoutez-la, elle dit que l'usine, c'est l'endroit magique où le cadre, le patron et l'ouvrier travaillent à la même enseigne. Alors, je sais même pas, je me demande si elle a déjà fait un travail ouvrier. Écoutez-la, il y a des pépites là-dessus. Mais enfin bref. Là, elle a encore dit des bêtises, enfin, parce qu'elle a dû soutenir son plan ce matin sur France Inter. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, selon la ministre déléguée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, l'avenir de la filière nucléaire passe par la fermeture du cycle du combustible. Voilà. Alors je vous rappelle, le SMR que va développer EDF ne va pas permettre la fermeture du cycle du combustible. Qu'est-ce qui aurait permis la fermeture du cycle de combustible? Le projet Astrid que le gouvernement Macron a fermé en 2019 et le projet Superphénix que Mitterrand a fermé, etc., etc., etc. Donc bon, là juste une petite pique avec la schizophrénie du gouvernement euh, sur l'énergie atomique. Donc on va pas l'écouter. C'est un petit peu ce que je vous ai dit. Le nucléaire, circulaire, c'était bien. Hop, hop, hop. Voilà, sur du long terme. Sur le long terme, le projet Astrid aurait été assez beaucoup mieux. Enfin bref. Voilà, qu'est-ce qui avait été dit sur le plan pluriannuel de l'énergie? C'est le besoin d'un démonstrateur et le déploiement de réacteurs à neutrons rapides n'était pas utile au moins jusqu'à la deuxième moitié du XXIe siècle, alors qu'on se rend compte que maintenant, elle va être utile. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment des tanches, ces ministres. Ouais, un petit peu. En vrai, en même temps, le sujet du nucléaire est quand même extrêmement compliqué. Et ils n'ont pas forcément les meilleurs experts là-dessus. Bon, il est déjà 37 minutes. Il y avait un dernier petit article sur des choses que j'ai pas mentionnées par rapport au débat des écolos de la semaine dernière. Alors, vous pensez que je vais m'acharner dessus? Est-ce que c'était EDF qui gérait Superphénix et Astrid? Alors, Astrid, c'était le CEA, parce que c'est un réacteur expérimental, le commissariat à l'énergie atomique. Le CEA a toujours été, d'ailleurs, a des problèmes enfin, fait tout pour avoir des problèmes d'argent. Non, fait tout pour réduire les budgets de partout. Déjà parce qu'il y a moins de financement de la part de l'Europe. Ensuite parce que ils sont à perdre sur pas mal de projets. Et voilà. Donc moi qui bosse pour une entreprise fournisseur du CEA, à chaque fois ils font tout pour descendre les coûts le plus possible. Donc c'était le CEA qui était derrière Astrid. Et en fait, il dépendait énormément de l'argent du gouvernement. Et l'argent du gouvernement a été enlevé sur Astrid. EDF, c'était pour Superphénix, c'était bien EDF parce que c'était une centrale qui a été mise sur le réseau durant 4 ans et qui était la première centrale, une des meilleures centrales du monde, qui avait comme coulante, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement des réacteurs, mais qui marchait au sodium liquide. Et elle avait eu plein de problèmes cette centrale, mais comme c'était un nouveau modèle, c'était vachement bien de voir les petits problèmes qu'il y avait pour s'améliorer et pour s'améliorer dans le futur. Et importante chose, Superphénix, ça vient après deux autres réacteurs à base de sodium, le réacteur Rhapsody et le réacteur Phoenix, qui eux servaient aussi un petit peu pour l'arme nucléaire. Voilà, ça c'est le petit côté sombre de la technologie au sodium. Superphénix n'était pas lié à l'industrie nucléaire et Astrid non plus. Mais le premier, oui. Voilà. C'est quoi le projet Astrid? Ouais, c'est ça. C'est le cycle fermé du nucléaire. En gros, c'est un projet de réacteur
avec du sodium liquide. En gros, on va le faire très rapidement, parce que je pense qu'il y a des scientifiques dans sur live, ce sont des que ça. Euh, dans un réacteur nucléaire, la réaction de fission fait chauffer de l'eau. Cette eau va se transformer en vapeur et cette vapeur va faire tourner des turbines. Dans un réacteur type Astrid ou de quatrième génération, ça va être autre chose que de l'eau. Ça va être, par exemple, du sodium. Et du sodium, on sait que le sodium, ça peut être un peu explosif, mais le sodium, il a plein de qualités que il peut travailler à beaucoup plus haute température que l'eau, sans que ça s'évapore, etc. Donc, on utilise le sodium plutôt que l'eau pour le circuit primaire, qui va ensuite faire la même chose qu'un réacteur qui va faire chauffer le circuit secondaire, qui va faire tourner des turbines, etc. Mais voilà, on utilise du sodium. On peut même utiliser du plomb liquide. Dans le projet que j'ai fait l'année dernière, c'était un réacteur à plomb liquide, avec des jolis calculs, avec cet enculé de Walter, que je salue. Enfin bref. Donc, dernier petit sujet, je suis allé très vite là-dessus. Donc le gouvernement est forcément jugé et parti. Vu qu'il détient 80% d'EDF, ça doit plus leur coûter Super Phoenix si on réutilise nos déchets. Non, 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 non. Super Phoenix a été fermé pour des raisons politiques, voilà, pas économiques. C'est comme Fessenheim, hein. Vous voyez ça nulle part. Super Phoenix a été fermé pour des raisons politiques, lesquelles Tchernobyl en 89, 87. Oh là là, je connais même pas la date la plus importante c'est 87 je crois, 26 avril 87. Il y a eu le 26 avril 87, il y a eu Tchernobyl, et là il fallait une réponse. Tchernobyl, merde. Pourquoi j'ai pas de réponse? 86, c'est ça, 86. Et là il fallait une réponse des gouvernements suite à ça. Et comme on avait un gouvernement de gauche, qui je vous rappelle s'est opposé à l'ouverture d'une centrale nucléaire en Bretagne, la Bretagne qui galère avec son réseau d'électricité. Ah oui, pardon. Ouais. Enfin bref, du coup, je finis mon histoire. Le gouvernement de Mitterrand qui avait protesté contre l'ouverture d'une centrale nucléaire en Bretagne parce que les Bretons ne veulent rien, ils veulent pas d'éoliennes, ils veulent rien du tout, ils veulent pas d'offshore, etc. Donc maintenant, ils ont beaucoup de galères sur leur réseau. Et qu'est-ce qui fait l'électricité en Bretagne? Je vous le dois dans le mille, c'est du gaz et du charbon. Voilà, c'est une région où l'électricité est la plus carbonée de France. Enfin bref, là n'est pas le débat, c'est que après Tchernobyl, ils ont décidé qu'il fallait quelque chose de fort contre l'industrie nucléaire. Donc ils ont fermé le réacteur le plus récent, le plus novateur qu'ils avaient. C'est un choix comme un autre. Et ils ont fermé Superphénix. Donc, alors que le réacteur marchait bien, c'était un réacteur grosse puissance, etc. Ils l'ont fermé. Voilà. 86, oui. 86. Donc ils ont fermé ce réacteur. Et pour Astrid, l'argument qu'a dit le gouvernement, c'est que on s'en moque de fermer le cycle du combustible parce que l'uranium est pas cher. Sauf qu'en ce moment, si vous regardez les prix de l'uranium, ça monte en flèche, tout comme le prix du gaz et de la plupart des matières premières dans le monde, hein, que ce soit le papier, les métaux, le gaz, le charbon, il y en a plein d'autres. Les biocarburants, l'azote augmente de ouf, le cuivre. Et en fait, tous les matériaux augmentent et c'est juste pourquoi l'industrie nucléaire est moins touchée, c'est parce qu'en France, on a des grosses réserves d'uranium, de un et de 2 qu'on n'a pas besoin d'une grosse quantité d'uranium pour faire tourner nos centrales. Sauf que pourquoi alors, s'il y a 2 ans, on a arrêté Astrid pour des raisons économiques par rapport au prix du combustible, on dit maintenant que ce qui est important, c'est la fermeture du cycle. Euh, c'est pas que pour, il y a un peu un côté schizophrène. Et il y a aussi le côté, on veut réduire nos déchets, parce que les déchets restent ce qui fait peur un petit peu à l'industrie du nucléaire. Donc voilà, c'est 44 minutes, on va faire dernier petit article. Donc là, ça va être un peu plus détente, puisqu'on va on va surtout se moquer, hein, figurez-vous, on va se moquer de ce bon vieux Jadot, avec sa tête de content. Je vais en refaire du débunkage sur ce que j'avais pas débunké la semaine dernière. Donc, la fermeture du cycle, oui. Alors pour moi, ça me paraissait assez clair. La fermeture du cycle. Est-ce que je peux vous trouver une petite image sur Internet? Fermeture du cycle combustible. En vrai, une image va être mieux que mes propos.
Fermeture du cycle du combustible. Désolé par connexion, hein, je suis... Hop, une image. Alors la sphène, ah ça aurait peut-être un peu mieux. Si vous voulez avoir des bonnes informations sur le nucléaire, oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la merde. C'est parce que c'est Ecosia mon cul, je plante des arbres pour sauver cette planète. Bon, on va aller sur cet article, ça va être bien fait. Tu réutilises les déchets, oui, mais c'est plus compliqué que ça. Le cycle du combustible, l'entreprise qui gère ça en France, c'est Orano. Euh, Oh putain, ce salaud, il voulait qu'on s'abonne. On va aller sur Google. L'uranium. En fait, il faudrait que je fasse un live de 1 heure où je vous fais un cours pour vous expliquer le cycle du combustible. J'ai eu un cours d'ailleurs qui s'appelle, je pourrais vous donner des... Si vous êtes vraiment intéressé, vous me le dites. Et j'ai des slides très bien faits là-dessus. Pourquoi je mets Orano? Ah, parce que c'est bien expliqué là-dedans. Voilà, ça c'est parfait, je pense. Il y avait d'autres images, mais... Enfin bref. La qualité est pas faux folle, je suis désolé, je vais essayer de bien l'expliquer pour ceux qui sont intéressés. C'est complexe, mais c'est giga important de le comprendre. Donc, comment ça marche? Hop, putain, c'est une vidéo YouTube, moi je m'en fous. Ah voilà, ça. Très bien. Excusez-moi du temps d'attente, j'aurais pu ouvrir ça avant. Merci encore aux 5 spectateurs qui sont là. Si vous avez des questions sur le nucléaire, sur la politique, sur même l'énergie, je vais vous parler un petit peu à la fin de l'Europe, parce que on gagne des points la France sur le nucléaire et l'Europe. Et ça, c'est une bonne chose. On zoome un petit peu. Ok, super. Bon, j'espère que vous voyez un petit peu. Le cycle du combustible, qu'est-ce que c'est? On va partir de... Alors, ça part d'où là? C'est pas très clair. Stockage final. Où sont les mines? Voilà, les mines. Les mines d'uranium, extraction de minerai d'uranium. Alors en France, ça c'était aussi dans le débat Mélenchon-Zemmour. Mélenchon disait que les mines, c'est à l'étranger. Et en France, qui sont nos 3 principaux fournisseurs d'uranium? C'est le Kazakhstan, le Canada et le Niger. Alors le Niger pour des raisons historiques. En général, quand on va en Afrique, quand Macron est allé au Tchad pour calmer les tensions, c'était aussi pour calmer les tensions avec le Niger pour qu'on ait cet uranium. C'est un petit peu les côtés sombres de l'industrie nucléaire. Et en fait, les mines qu'on a dans ces 3 pays, elles appartiennent à Orano. Donc en gros, c'est des mines françaises qui exploitent l'uranium qui sont dans les pays étrangers. Donc n'est pas vraiment dépendant de ces pays en soi, parce que on leur fait rapporter énormément d'argent. Ils sont super contents d'avoir Orano et des gens qui gèrent leur uranium chez eux. Je pourrais vous faire un cours de 1 heure sur comment on extrait l'uranium, les techniques d'extraction, les améliorations qu'on fait là-dessus. Enfin bref. Ensuite, préparation, conversion vers l'enrichissement. Qu'est-ce que c'est préparation, conversion? Cet uranium, il va à Malvézy, l'usine de Narbonne, une magnifique usine que je vais avoir la chance de visiter demain. Elle va à Malvézy pour transformer le yellow cake, on appelle ça l'U3O8, en UO2. Ensuite, cet UO2 est transformé en UF4. UF4, il va à Tricastin où il est transformé en UF6. L'UF6, il est enrichi dans les centrifugeuses de Tricastin. Ensuite, il va à Ronan, dans l'usine de Framatome, une usine énorme pour faire les crayons et les gaines de combustible. Et ensuite, il va en centrale nucléaire. Voilà. Ensuite, dans la centrale nucléaire, il passe en général une dizaine d'années. Pop, ça me fait penser à un point très important sur les SMR. Après une dizaine d'années, on fait comment ça s'appelle? Je crois que j'ai le mot en anglais, mais pas en français. Donc, on change on change le combustible à l'intérieur de la centrale. Et ça, très important dans un SMR, lorsque on a fait en général, dans les centrales nucléaires classiques, on laisse le combustible 10 ans, ensuite on le change. 10, voilà. Dans les SMR, on va pas faire un refuel. On va pas remettre un nouveau combustible et on va faire en sorte que le combustible dure entre 15 et 20 ans. Et après ces 20 ans, piouf, c'est la fin du réacteur. On en mettra un autre. Donc il n'y a pas de refuel dans les réacteurs qu'ont proposé EDF. Il y en a dans d'autres, pas dans ceux qu'ont proposé EDF. Alors, prenez ça avec des pincettes, j'ai pas étudié à fond le modèle d'EDF, juste les grandes lignes. Mais ça, c'est ce que j'avais vu en cours. En général, sur certains types de SMR, en tout cas ceux au sodium et au plomb, on ne fait pas de refuel. Enfin bref, dans les centrales nucléaires classiques,
Le combustible, au bout de 10 ans, il est changé. Et ensuite, il va être retraité pour faire du MOX. Le MOX qui est un mélange avec du plutonium. Et ensuite, les déchets de moyenne et haute activité à vie longue, donc les plus radioactifs, ils sont actuellement stockés à la Hague pour être stockés définitivement sur CIGEO. D'ailleurs, CIGEO en ce moment, qui est le projet d'enfouissement des déchets nucléaires, qui aura son live quand on va en parler d'ici un mois, parce que en ce moment, il y a des décisions à prendre sur l'enfouissement des déchets. D'ailleurs, CIGEO fait une consultation publique de tous les citoyens sur l'utilité ou non du projet CIGEO. Moi, je vous invite tous, là, mes 6 petits spectateurs, à aller signer et dire que vous soutenez ce projet, parce que CIGEO, c'est le meilleur moyen de gérer nos déchets les plus radioactifs. Voilà. Donc ça est le stockage final, sauf que c'est recyclé, et puis ça revend en usine, ça peut aller en Russie aussi, comme je vous avais expliqué dans certains cas, etc. Et si on a à la fermeture du cycle du combustible, on n'a plus cette étape de stockage final où on a, or elle est quasiment, c'est un tout petit trait vert, on va dire. Voilà, ça veut dire ça, fermer le cycle du combustible, parce que quasiment toute la matière qui sort de, de, du réacteur est valorisable et recyclable. Donc voilà, ça veut dire ça, fermer le cycle. Donc voilà, j'espère que j'étais clair là-dessus. J'ai eu pas mal de questions. Ils ont vraiment basé leur décision de production d'énergie à long terme sur le cours de l'uranium qui peut s'envoler à tout moment. C'est ridicule. Alors, très bonne question, Wallo 1. Oui et non. Le cours de l'uranium, c'est le site UXC qui fixe les cours, était stable. Après Fukushima, il a beaucoup monté. Ensuite, il a descendu. Il était plus ou moins stable sur les dernières années. Mais il était stable. Sauf que on n'avait pas anticipé la montée le cours qui pouvait monter à tout moment comme il a monté récemment. En fait, la décision d'Astrid, je pense que c'est surtout une décision qui est venue suite à des coupes budgétaires énormes dans le financement de la recherche. Le CERN a aussi eu beaucoup moins d'argent, le CEA aussi, et le CEA a dû faire des choix à cause de ces coupes budgétaires, en mode on continue pas Astrid et on continue d'autres projets. Donc voilà, pour moi c'est surtout ça, et l'argument qu'on aime bien dire, c'est l'argument de l'uranium. Qui est un argument qui peut se concevoir, hein, parce que même s'il a augmenté récemment, l'uranium n'est pas cher et n'est pas, c'est c'est rien du tout. Dans la construction d'une centrale, un tiers c'est pour le combustible, un tiers c'est pour enfin non, j'ai plus les chiffres en tête. J'ai peur de dire des bêtises, mais il y a des calculs qui disent que c'est votre prix d'électricité, il y a 0,6% de ce que vous payez qui est pour l'uranium. Bon, bref, c'est assez ridicule. C'est quoi les échelles quand on parle d'extraction? J'en ai aucune idée, je me rends compte combien de matière première il faut pour une barre qui va dans un réacteur. C'est une très bonne question, il faudrait que je me replonge dans mes cours. Moi, ce que je sais, c'est que ouais, on est sur de la millier de tonnes par an sur une mine, plusieurs milliers de tonnes par an sur une mine. Et ensuite, combien il faut de matière première pour faire une barre de genre un stylet comme ça? Bon, un ordre de grandeur que je connais bien, c'est que chaque être humain, nous, notre consommation en déchets radioactifs haute activité, c'est 6 grammes par an. Donc on a 6 grammes de déchets par personne de déchets de haute activité à vie longue. Ça fait pas beaucoup quand même. Quand on vous dit que ça déborde, etc., ça fait pas quand même pas beaucoup. Ouais, alors ça, il faudra que j'avais pas prévu de parler de ça dans le live, l'ILAX, je peux pas y répondre. Sur combien il faut. En plus, ça doit être dans mes cours qui doivent être derrière, hein, mais bon. Très bonne question. En tout cas, en France, on est très fort là-dessus, sur le cycle du combustible. Voilà, donc il reste 5 minutes, je voulais très vite vous parler. Euh, Ouais, c'est une question très intéressante, mais pas facile. De trucs dont j'avais pas pu parler la semaine dernière, notamment, bon alors les déchets, etc. Ça, vous voyez, ça c'est ça, CIGEO. C'est un puits à 500 mètres de profondeur dans des couches d'argile qui vont absorber les radionucléides, dans lesquels on va mettre les déchets radioactifs les plus usés.
Et en fait, à Bure, là où on va le faire, il y a énormément d'opposition politique. Faudrait qu'on se démerde avec ça. Voilà, c'est là-dessus, on s'est à peine démantelé une centrale nucléaire. Je crois que j'en avais pas parlé. Et ensuite, Sandrine Rousseau avait évoqué un chiffre un peu absurde, qui n'est pas là. C'est dommage. Sandrine Rousseau avait invoqué le chiffre de 100 milliards d'euros pour démanteler une centrale nucléaire. Ce chiffre est sorti de nulle part, parce qu'il n'y a vraiment pas ce chiffre là-dessus. Mais par contre, on va répondre sur on s'est à peine démantelé une centrale nucléaire de Yannick Jadot. Donc, qu'est-ce que répond le blog de UE? Les équipes d'EDF qui sont en train de démanteler la centrale nucléaire de Schutz en toute sécurité en respectant les coûts et les délais prévus apprécieront ce dénigrement de leurs compétences professionnelles. 9 centrales nucléaires sont en cours de démantèlement en France. Je rappelle qu'en Allemagne, une centrale a été complètement démantelée. Voilà, bah regardez, avant, après, voilà, sympa hein, le démantèlement. Donc c'est où ça? Main Yankee, c'est tout à fait similaire. Je sais pas, je crois que c'est en. Ça m'étonnerait que ça soit en Amérique. Enfin bref, on sait très bien démanteler les centrales nucléaires. Pourquoi Yannick Jadot dit ça? Parce qu'il y a une centrale nucléaire dans laquelle on a des problèmes. Euh, IMAX, ok. Il y a une centrale nucléaire pour laquelle on a des problèmes, c'est Brennelis. Et même EDF avoue qu'il y a des problèmes sur Brennelis. Waouh, ça c'est un bruit chelou. Pardon, hein, excusez-moi, il y a eu un bruit qui m'a fait assez peur, comme si j'avais un squatting. Waouh, 2 secondes, hein, je reviens. Hop, désolé. Oui, donc il n'y a eu aucun problème, c'est un objet qui était tombé. Il y a une centrale nucléaire pour laquelle on a du problème à démanteler, c'est la centrale de Brennelis, qui est un UNGG, qui est la seule centrale nucléaire qu'on a uranium, graphite, gaz, donc avec du graphite. Et celle-là, comme c'est la seule, je crois qu'on a plus de mal, donc les travaux ont pris beaucoup de retard, ont coûté de l'argent, et en général, c'est ça qu'on cite pour dire qu'on ne sait pas démonter les centrales. Sauf que les centrales qui constituent la plupart de notre réseau, enfin, toutes les centrales qui constituent notre parc nucléaire, on sait les démanteler comme on a fait sur le shoot. Donc, ce n'est pas un argument de dire qu'on ne sait pas démanteler les centrales. Voilà. Quand on vous dit ça, c'est faux. Il y a d'autres arguments antinucléaires, mais pas celui. Les énergies renouvelables qui sont 2 fois moins chères que le nucléaire. Rapidement, c'est presque vrai sur les EPR. L'EPR va être 2 fois plus cher que les énergies renouvelables. Mais c'est faux sur le nucléaire dont on prolonge la durée de vie. Donc là, on est en train de prolonger de 10 ans la durée de vie des centrales. C'est le moyen de produire l'électricité qui est le moins cher de tous. Voilà, l'EPR en Chine, vous êtes obligé de le fermer. Les études ADN, RDM, enfin bref. On va être sur 1 heure de live. Voilà, le coût estimé du grand carénage est de 100 milliards d'euros. Ça veut dire que ce coût se répercutera sur le prix de l'électricité. Un chiffre sorti de nulle part. Voilà. Le vrai coût est de 49 milliards, donc une bonne partie a déjà été dépensée. Donc, ah oui, mince. Et je me suis trompé. C'est le coût du grand carénage. C'est pas le coût du démantèlement. Ils n'ont pas dit de coût sur le démantèlement. Ils ont dit un coût sur la prolongation des durées de vie des centrales de 100 milliards d'euros, qui est un coût absurde. Le vrai coût est de 49,4 milliards d'euros, dont une bonne partie est déjà dépensée et les travaux effectués. Donc là, on a déjà des centrales qui ont dépassé 40 ans et qui marchent très bien. Quelque sorte, qui vont marcher très bien 10 ans. Et après ces 10 ans, bon, faudra espérer qu'on ait des EPR pour les remplacer. Ça va être le cas de Tricastin, Bugey, qui a 50 ans. On verra s'il faudra les prolonger de 10 ans de plus ou s'il faudra mettre un EPR. Donc voilà, ça va faire 1 heure. Là, j'ai pas eu de pause. Je suis désolé de ne pas avoir pu répondre à la question les échelles sur l'extraction. Je pense qu'on peut. Il y a des chiffres que tu vas pouvoir trouver facilement. Ouais, il n'y a pas trop de photos là-dessus. Ça, c'est ces petites pastilles que vous voyez là, c'est ce qui est mis après dans les gaines les crayons de combustible, qui sont faits de zirconium, qui est une matière qui absorbe bien les neutrons. Enfin bref. Donc j'espère que vous avez kiffé ce live. On était un peu plus nombreux, mais toujours pas non plus
foufou, hein, j'ai pas fait une grosse com non plus dessus. S'il y a la moindre suggestion sur les sons améliorés, alors je suis désolé qu'on n'ait pas pu entendre Macron. Euh, je sais pas à quoi c'est dû. Ah, je sais, je crois que je sais. Table de mixage audio. Ouais, je sais pourquoi. Non, non, je sais pas pourquoi. Si. Euh, Ah, si, ok. Non, c'est dommage. Ouais, non, non, mais je saurais pas pourquoi ça l'a pas fait. Euh, c'est dommage. Voilà, donc vous pouvez quitter le live. Attendez, enfin, je vais juste essayer qu'on entende Macron, que je fasse le petit dernier truc. Euh, c'est dommage. Ah, mais c'est pour ça peut-être. Ok, 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 Twitch Aeropex. Ah, C'est vraiment une série de révolutions dans la capacité à produire l'énergie, à faire de l'industrie, à nous déplacer, à nous organiser. Premier objectif, objectif numéro 1, c'est faire émerger en France, d'ici 2030, des réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets. Sur ce sujet, pourquoi le mettre en premier? Parce que le premier sujet, c'est la production de l'énergie. Pour produire de l'énergie, en particulier de l'électricité, nous avons une chance, c'est notre modèle historique. Le parc installé de nucléaire. J'aurai l'occasion de revenir dans les semaines qui viennent sur l'opportunité de construire de nouveaux réacteurs et sur la stratégie, puisqu'il y a d'abord un travail que nous avons demandé avec le Premier ministre et la ministre à RTE, qui continuera à avancer. Mais il faut bien le dire, le rappeler, les 200 000 Françaises et Français qui travaillent dans le secteur nucléaire, c'est une chance, parce que c'est ce qui nous permet d'être le pays en Europe qui est parmi ceux qui émettent le moins de tonnes par CO2 par électricité produite. Nucléaire, parc hydro et notre base installée. Nous devons réinvestir pour être à la pointe de l'innovation de rupture dans ce secteur. Ça passe par une série de familles technologiques. Il ne m'appartient pas ici de les trancher. Et celles-ci ne sont pas en quelque sorte exclusives des choix industriels qu'on doit faire aussi à plus court terme sur à la fois le nucléaire et les énergies non renouvelables. Mais nous devons absolument nous préparer à des technologies de rupture et de transformation profonde sur le nucléaire. La promesse de ce qu'on appelle les Small Modular Reactors, qui sont les petits réacteurs, beaucoup plus modulaires et beaucoup plus sûrs, parce que la sûreté est un point clé du débat sur le nucléaire. Les technologies pour mieux gérer nos déchets, certaines sur lesquelles nous commençons à avancer, certaines que nous n'imaginons même pas, avec là aussi un travail fait par nos organismes de recherche qui pour certains sont déjà très avancés, par nos grands industriels historiques et par aussi des entreprises de taille intermédiaire, des startups et des PME françaises qui sont en train de proposer des innovations de rupture en la matière. Pour y parvenir, nous devons ouvrir le jeu de manière totalement inédite et nous sommes prêts à y investir 1 milliard d'euros d'ici 2030 en commençant très vite avec des premiers projets très clairs. Et donc là, il faut lancer plusieurs projets sur des familles technologiques différentes, mais essayer d'avancer pour accélérer sur ce volet. ah, ok, top. Donc voilà, juste un point là, il a évoqué la famille des technologies. Et ça me fait rire, parce que dans les familles des technologies des SMR, il y avait la technologie d'Astrid. Bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Enfin bref, il y a aussi tous ces autres trucs. Alors, juste un petit point sur l'Europe et les SMR. Il y a plein de projets. Moi, quand j'étais en Suède, j'ai bossé sur deux SMR suédois, qui sont le Sealer et le Sunrise, qui sont des beaux projets. Le Sealer, c'est un réacteur qui existe déjà, que a commercialisé mon prof, qui a une boîte qui s'appelle Lead, je sais pas quoi, Lead Fast, qui sert pour le Groenland. C'est un petit modèle. Et le Sunrise, pour l'instant, c'est juste sur le mode de la recherche. Et ils ont eu les fonds, la Suède a eu les fonds pour faire un réacteur prototype de SMR. Et ça, sont des réacteurs qui sont en plomb liquide. Euh, voilà, chose intéressante. Donc, ouais, en Angleterre, il y a des réacteurs hydromine qui marchent bien.
Est-ce qu'il y a d'autres réacteurs? Dans le monde, on a des réacteurs à l'hélium, High Cool High Temperature Reactor, qui ont des formes de combustible très différentes. Il y a plein de technologies. J'en regarde si j'en oublie pas un. Ah oui, d'ailleurs, les SMR, c'est les réacteurs qui sont dans les sous-marins. Voilà, ça c'est aussi des petites infos importantes. Ouais, alors ça c'est des termes très techniques, même moi je m'en souviens plus. Ouais, voilà, Sodium Cooled Reactor, c'est les réacteurs dont il y avait pour le projet Astrid. Donc voilà, c'est des systèmes à basse pression avec un transfert de chaleur excellent, moins de problèmes de corrosion, etc. Et on a déjà quelques expériences avec. Sauf il y a eu des feux. Il y a eu un feu au sodium. Je pourrais vous le montrer au prochain truc. Et voilà. Ah putain, ça. Et regardez, ça, c'est un accident nucléaire dont on n'a jamais parlé, puisqu'on se focus toujours sur Fukushima, qui est une explosion au sodium d'un réacteur nucléaire. Pour les trois qui sont là, ça peut vous intéresser. Moi ça m'avait fasciné. Donc, hop, on regarde ça. Ok, voilà, donc ça c'était en Chine, on n'en a jamais trop parlé parce qu'il n'y avait pas eu de mort et que l'autorité de sûreté chinoise parle peu de leur accident. Donc voilà. Et juste, ouais, pour revenir à ce que disait Macron, moi je vous conseille cet excellent site. J'aurais dû en parler avant, c'est Electricity Map. C'est pour voir en temps direct quel mix électrique est le plus décarboné en Europe. Voilà, donc regardez, en temps direct, en France, on est sur du 83 grammes de CO2 par kilowattheure. Pourquoi? Parce que bon, on a 72% de nucléaire, ce qui est pas mal, surtout vu notre nombre de centrales qui sont en maintenance en ce moment. On a notre hydro, la nuit on utilise notre stockage hydraulique et on a du gaz qui compense le fait qu'on n'ait pas d'éolien et de solaire. Et en Allemagne, si on regarde maintenant, 440, il n'y a pas de solaire, pas beaucoup d'éolien, c'est la nuit. Le nucléaire qui est à fond, hein, qui va être fermé l'an prochain, yes. Et bien sûr, on est à fond sur du charbon, on est 40% de charbon là, sur sur l'Allemagne. Et les meilleurs pays, c'est pas la France, hein, c'est la Suède et la Norvège qui ont hydraulique. Et la Suède, elle a un mix qui peut s'adapter à tout. Elle a un tiers hydro, un tiers éolien, un tiers nucléaire. Voilà, voilà. Voilà tout. Pas d'autres questions. Moi, je vais finir de manger. J'espère que le live vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours par message. N'hésitez pas à en parler à vos potes qui aiment ça. Moi, je vais vous conseiller quelques chaînes si vous avez envie de vous renseigner, quelques mecs à suivre sur Twitter, etc. Bon, j'en ici sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je vous conseille aussi Thomas Vuliod, V-U-2-L-I-O-D. C'est un mec de DF très calé. Je vous conseille Maxence Cordez, C-O-R-D-E-Z. C'est des mecs qui sont très calés en énergie. Sur YouTube, je vous conseille Le Réveilleur. Le Réveilleur qui a fait une série de vidéos sur le nucléaire qui sont excellentes. Qui sont de la bonne vulgarisation, ils rentrent bien dans les détails. Et sur Twitter, je vous conseille Tristan Camin, qui bosse dans la même boîte que moi, avec qui je m'entretiens souvent, qui lui, dans ses lives, a 60 personnes. J'ai pas voulu lui en parler, j'attends que la qualité soit un petit peu meilleure sur mes lives. Donc voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Gros bisous à vous. On se retrouve, je pense, dans 3 semaines parce que l'actualité pour l'instant elle est pas très grande.
que là, on va surtout parler de sujets dont on a déjà parlé. D'ici 3 semaines, moi, j'aimerais vous parler de CIGEO, de l'enfouissement des déchets nucléaires. J'aimerais vous parler un peu plus d'Europe, et notamment la taxonomie, parce qu'on va en parler, je pense. Et peut-être dans 3 semaines, on sera proche de la COP, donc ça sera l'occasion de sortir un petit peu des débats du nucléaire et d'aller sur les débats d'énergie-climat plus général. Voilà, soutenez le nucléaire et soutenez-le bien. Ne soyez pas 100% contre les énergies renouvelables. N'oubliez pas que le meilleur mix est un mix énergie renouvelable plus nucléaire. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ça ne sert à rien de dénigrer complètement l'un ou l'autre. Voilà, je finis là-dessus. Des bisous et merci pour tout. Ciao. Et le live sera disponible rediffusion peut-être sur ma chaîne YouTube. À plus.